On va s'intéresser aux enjeux de l'eau au XXIe siècle. On n'en parle pas beaucoup et pourtant ils sont majeurs, des enjeux avec lesquels nous allons tenter de trouver des solutions avec Ecolab durant les 20 prochaines minutes. Et à mes côtés pour en parler, il y a David Martin, vice-président marketing Europe et MEA Water pour Ecolab. Bonjour. C'est un terme anglais difficile à prononcer. Oui. Pas faciliter la tâche. Et à côté de vous, Philippe Meunier. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes senior marketing manager pour Ecolab. On s'est parlé pour préparer cette entrevue, cet échange. Et il y a deux chiffres qui m'ont interpellé. Vous m'avez dit qu'en 2030, 40% de la population allait avoir des problèmes d'eau. Et qu'en 2040, certaines villes comme Londres et le Cap n'auront plus assez d'eau. Donc vous êtes fixé des objectifs qui sont pour moi assez colossaux. Vous m'avez dit que vous allez tenter d'ici 2020 de réduire la consommation d'eau à l'équivalent de celle utilisée par 1 milliard de personnes. Ça me paraît totalement dingue. C'est réalisable ça, Philippe Meunier ? Oui, c'est réalisable. C'est des choses qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre parce qu'on est intimement convaincu que l'eau est l'enjeu majeur des 10 prochaines années qui viennent. Si on entend parler d'empreinte carbone, on entend rarement parler d'empreinte eau. Pourtant, c'est l'enjeu capital en matière de durabilité. Comment ça se fait qu'on n'en parle pas tant que ça, au final, parce que c'est vrai que ces chiffres-là sont édifiants. En fait, je pense que quand on commence à parler de l'énergie, on est tous bien informés sur le fait qu'il faut essayer de réduire l'empreinte carbone et aussi il y a un coût assez important à l'utilisation d'énergie. Donc c'est quelque chose qui a été abordé durant les 15 dernières années, surtout en Europe. Par contre, l'eau, c'est assez différent. Il y a un concept comme quoi l'eau est un droit humain, donc on a besoin de tous avoir accès à l'eau. Mais par contre, le fait que l'eau n'est pas aussi disponible qu'on le croit et le fait que par 2050, on va avoir besoin de 40% de plus d'eau, il n'y a pas plus d'eau et on doit essayer de réduire cette consommation-là, c'est quelque chose que on n'a pas encore abordé suffisamment. Et donc c'est pour ça que les industries, les petites sociétés sont en train de travailler maintenant pour se préparer à cet enjeu majeur. Davos a eu lieu la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez regardé les 5 plus grands challenges qui sont en face de nous. Depuis 8 ans, l'eau fait partie des 5 plus grands challenges. Et ça continue à être un challenge essentiel. Vous parlez de stress hydrique. Qu'est-ce qu'on entend par stress hydrique ? Alors, c'est intéressant parce qu'on a souvent tendance à penser que quand il fait chaud, il n'y a pas assez d'eau. Oui. Et quand il pleut, il y a trop d'eau. Mais en fait, quand on pense à stress hydrique, on doit penser à la quantité d'eau disponible et aussi à la quantité d'eau nécessaire. Et donc, quand on s'aperçoit qu'en Europe, la capitale européenne qui a le stress hydrique le plus élevé, c'est-à-dire la quantité d'eau la plus faible par rapport à la demande des habitants, c'est en fait Londres. Et la deuxième capitale, c'est Bruxelles. Donc stress hydrique, c'est pas uniquement le fait qu'il fasse chaud, qu'on se trouve au milieu de l'Espagne, c'est le fait qu'on a beaucoup de gens qui ont besoin d'eau aussi. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, tout ça. Alors c'est les conséquences. C'est intéressant de dire ça parce que quand on va dans toutes les conférences sur l'eau, donc là c'est intéressant d'être à Syrah. Je suis fils de pâtissier, je suis né à Cherbourg. Donc j'ai baigné dans deux éléments, le chocolat et l'eau. Et donc quand on parle de l'eau, généralement on a tendance à pallier ça au climat. Et dans toutes les grandes conférences, c'est là où on est en train d'essayer d'expliquer qu'en fait l'eau, c'est le climat. Pour pouvoir avoir de l'eau, on a besoin d'avoir d'énergie. Si on réduit l'eau, on réduit l'énergie. Et l'impact que l'eau a sur l'énergie est lié à l'impact que l'énergie a sur le climat et c'est essentiel. Et la situation actuelle, elle est expliquée par ce que vous définissiez comme un accès à l'eau qu'on considère encore comme une sorte de liberté. On ouvre le robinet, ça coule et on ne se pose pas de questions finalement. Que ce soit pour se doucher, pour boire, pour nettoyer le sol, c'est... J'ai une petite bouteille d'eau en face de moi. Vous arrivez dans un hôtel, qu'est-ce que vous avez ? Une petite bouteille d'eau. Oui, effectivement.
on considère que c'est disponible. Il n'y a pas de problème. Et en fait, On ne se pose jamais la question. mais en fait, les hôteliers se la posent là maintenant. Hein. Quand on fait la consommation d'eau pour une nuitée entre 200 et 250 litres d'eau, à peu près 30% de ça correspond finalement à une utilisation directe de l'eau par la personne qui reste à l'hôtel. 70% sont liés, on va dire, à un élément plus infrastructure, donc la buanderie, la cuisine, on utilise beaucoup de vapeur, le nettoyage, la réfrigération. Et c'est là-dessus que Climatisation. la climatisation, exactement. Et c'est là-dessus qu'on peut aider, naturellement. Et c'est là aussi où les hôteliers sont en train de travailler. C'est simple, Philippe Meunier, de réussir à convaincre les hôteliers, à les accompagner en fait, dans cette réduction. Est-ce que les hôteliers en prennent conscience? Est-ce qu'ils ont conscience de consommer beaucoup d'eau et que cela ne peut plus durer? Oui. Les hôteliers, de manière générale, ont pris conscience qu'il y avait un problème d'eau. On a travaillé avec les plus grandes chaînes internationales sur ce sujet parce que dans le monde, il y a déjà des zones où il y a un stress hydrique. Et pourtant, le tourisme, il augmente. C'est 10% du PIB mondial. Hein. Ça ne fait que croître. Donc, on a besoin de plus en plus d'hôtels. On a de plus en plus de touristes. Et on a une eau qui est limitée. Hein. Il y a autant d'eau aujourd'hui qu'il y en avait sur Terre il y a 1 million d'années. Donc, on ne peut pas créer d'eau. Oui, c'est oui. Donc, il faut exploiter que l'eau qu'on a. Hein, c'est un cercle vertueux, l'eau. Donc, les gens en ont pris conscience. Après, c'est le comment. Comment je fais pour réduire ma consommation d'eau? Et là, effectivement, on a des solutions à apporter sur les 70% qu'évoquait David, où on peut faire des choses sur la cuisine, sur la buanderie, ou encore sur la partie air conditionné. Alors, on a effectivement la solution de se dire qu'on peut certainement réduire les consommations d'eau pour les fours, peut-être pour la climatisation. Alors après, je pense que votre partie à vous, ça peut être aussi le nettoyage. Hein, quand on nettoie les sols, quand on utilise un lave-vaisselle. Effectivement. En France, particulièrement, on utilise beaucoup d'eau pour nettoyer une cuisine, puisque habituellement, pour nettoyer et désinfecter une cuisine, on utilise ce qu'on appelle un poste de désinfection. Donc c'est un appareil où on pulvérise du produit pour nettoyer les sols, les surfaces. Et ça, c'est extrêmement consommateur d'eau. Hein. On estime grosso modo que c'est 1 litre par mètre carré. 1 litre par mètre carré. Voilà, rien pour nettoyer et désinfecter la cuisine. Et c'est important de nettoyer et désinfecter parce que derrière, c'est la sécurité alimentaire. Bien sûr. Donc il faut le faire. Donc il y a peut-être des méthodes pour le faire en consommant moins d'eau. La première méthode, tout en gardant cette même façon de faire, c'est un système de pistolet qui va permettre de pulvériser moins d'eau. Et là, on va réussir à diminuer cette consommation de 50%. D'accord. Et après, si on veut aller plus loin, il faut changer de méthode. Et par exemple, utiliser des produits beaucoup plus innovants. Donc, on a un produit qu'on a chez nous qui s'appelle Kitchen Pro Wash and Walk, qui est un produit... C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est un J'aurais tenté. Qui est un produit issu des biotechnologies et qui va donc permettre de nettoyer les sols. Et là, on va, par rapport à la méthode traditionnelle, on va permettre de réduire de près de 90% la consommation d'eau. Est-ce que ça vous semble simple de convaincre les hôteliers d'adopter ces nouvelles méthodes? Parce que je me dis, il y a certainement une question de coût dans tout ça. Et est-ce qu'on arrive à vendre de nouveaux produits, à les faire accepter en expliquant que même s'il y a peut-être une contrainte d'usage, une contrainte de coût, derrière ça, c'est indispensable? Alors, oui, la difficulté vient, après c'est notre rôle, c'est la formation des équipes. Parce que quand on change de méthodologie, faut former les équipes. Il faut surtout expliquer pourquoi on fait ça. Et je pense que si on explique simplement qu'on fait ça parce qu'on va faire des économies, ce n'est pas quelque chose qui va marcher. Si on explique que c'est pour plus de durabilité, si on parle de l'avenir, je pense que là, les gens sont sensibilisés sur ce qu'ils font à la maison. Donc dans le domaine professionnel, ils le sont aussi. Mais c'est effectivement un travail au quotidien. Et si on parle de point de vue purement économique, ce n'est pas les économies d'eau qui vont permettre de faire une différence en matière d'économie budgétaire, parce que l'énergie coûte beaucoup plus cher que l'eau. Est-ce qu'on peut séduire par l'exemple, savoir
remontrer comment est-ce qu'on remplit bien un bac de lave-vaisselle, parce qu'effectivement, si on fait tourner le bac, je dirais autant qu'au montant avec 3 assiettes et 2 verres, c'est pas la bonne solution. Hein. Effectivement. Et là, c'est le rôle de nos responsables de secteur qui sont au quotidien aux côtés de nos clients, à faire de la formation, à expliquer comment ils font. Sur le lave-vaisselle, donc on a un système qui s'appelle Apex. Donc on va former les gens, mais en plus on va mettre des capteurs sur le lave-vaisselle qui vont permettre de mesurer à la fois la consommation d'eau, hein, le nombre de paniers qui va passer, et aussi la consommation d'énergie. Et là, on est dans un cercle vertueux, parce que moins on consomme d'eau, moins on consomme d'énergie, et moins on consomme de chimie aussi. Oui, donc en fait, vous analysez et vous arrivez en disant, regardez, là ce qu'on a... Et effectivement, j'imagine que même le restaurateur ou l'hôtelier va se dire, ah oui, c'est comme ça que ça se passe, et si je peux faire tant d'économies, oui, tout le monde est partant à ce moment-là. Oui, le retour sur investissement se fait essentiellement sur l'énergie réduite liée à la réduction de la consommation d'eau. Le prix de l'eau ne représente pas véritablement sa disponibilité. Oui. Je crois que c'est au Danemark où le prix de l'eau est le plus élevé. Et si c'est au-dessus de 4,5 dollars par mètre cube, vous allez à Riyad, c'est 30 cents. Vous allez en Espagne, au sud de l'Espagne, le prix de l'eau est moins cher qu'au nord de l'Espagne. Donc, du fait que l'eau est quelque chose qui est considéré comme étant un bien pour tous, donc il est difficile de véritablement légiférer autant sur l'eau, mais de la même façon, la bonne nouvelle, c'est que réduire l'eau, c'est aussi réduire son énergie, et c'est là où le retour sur investissement intervient. Et donc c'est là aussi tout votre rôle d'accompagner, de convaincre, de montrer, de former, d'expliquer. Ouais. Pour en finir, ce sera vraiment le mot de la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le pourcentage de professionnels conscients de ces enjeux dont on parle, dont vous parlez? Vous n'en avez pas idée, c'est compliqué, j'imagine. La question est peut-être compliquée parce que le pourcentage, je ne sais pas. Hein, mais ce qui est clair, c'est que de plus en plus de professionnels s'intéressent à ça, sincèrement. Philippe parlait d'un outil qu'on a mis en place qui est ce qu'on appelle un common good. Donc, en fait, c'est un outil qui est disponible à tous. On l'a développé avec les plus grandes chaînes internationales d'hôtellerie, quelques NGO et l'ONU, pour essayer de mieux quantifier le risque. Et sincèrement, ce que l'on voit chez les hôteliers, c'est que maintenant cet outil est utilisé pour véritablement pouvoir voir, OK, où est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que non seulement c'est bon pour les clients apprécient ce genre d'approche, c'est aussi engageant pour leurs employés et ça permet de réduire les coûts. Je vais vous titiller un peu et je pense que je viens de voir un chiffre passer sur les écrans parce qu'on diffuse pas mal de choses. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les écrans de contrôle. Mais moi, je le vois à côté, derrière vous. 360 000 litres d'eau peuvent être économisés sur le côté spa. Et je me dis, vous croyez que ça va plaire aux clients quand on va leur supprimer les spas pour faire des économies? Parce que tout le monde est en train de faire des spas aujourd'hui, mine de rien. C'est le paradoxe. Donc c'est justement la raison pour laquelle il faut réduire l'eau pour pouvoir s'assurer de pouvoir offrir ce genre de service. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un paradoxe. Là, vous voyez la consommation d'eau, c'est un peu différent au footprint de l'eau. Hein? Donc une tasse de café, c'est 200 litres d'eau. Si on tient en compte aussi l'eau qu'il a fallu utiliser pour préparer les grains de café, pour toute la partie agriculture aussi. Okay. Donc, alors que, par exemple, dans les spas, le footprint est beaucoup plus bas. Okay. Mais c'est vrai, c'est aussi une évolution de l'attitude qu'on doit avoir. Philippe Meunier. Et puis, il y a aussi penser aux eaux grises. Il y a tout un tas d'opérations où on utilise aujourd'hui de l'eau potable, alors qu'on pourrait probablement utiliser des eaux recyclées. Ça se fait beaucoup dans l'industrie. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi essayer d'aborder dans l'univers du tourisme. Que l'eau de ma douche serve aux toilettes ensuite? Par exemple. Absolument. C'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant, finalement? Et il y a des technologies qui sont disponibles pour ça, mais c'est aussi changer les habitudes. En tout cas, c'était enrichissant de vous entendre, vraiment. Merci à tous les deux d'être venus partager un bout de cette expérience et surtout de mettre en avant des professionnels qui visitent le CIRA aujourd'hui puis qui nous regardent
à la Sierra Télé ces enjeux de l'eau. Merci David Martin. Non, David Martin, c'est très Martin, français. je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le T. Tiens, David Martin, vice-président marketing Europe et MEA Water pour Ecolab et Philippe Meunier, senior marketing manager Ecolab. Merci messieurs. Merci.